Si tu restes obsédé par l'idée de montrer tes progrès, tu ne feras que construire une image fragile. La discipline silencieuse ne se remarque pas, mais elle se ressent dans tes résultats. Il peut te falloir des années pour le comprendre, ou tu peux décider d'arrêter de vivre pour l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, mais d'arrêter de jouer pour la galerie et de commencer à discipliner ton caractère. Ici, ce n'est pas l'image que tu renvoies qui compte, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si tu dépends de la validation extérieure, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de ton propre jugement. Tu n'es fort que lorsque tu peux tenir debout sans témoins ni applaudissements. Et la plupart n'y parviennent pas, car ils ne supportent pas le silence. Mais c'est là que se construit la véritable valeur. Tu ne l'obtiendras pas en postant tes progrès, ni en racontant ce que tu vas faire. Tes paroles valent moins que tes actes, et tes actes valent moins que ta constance. La cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Si tu cherches l'admiration, tu deviens esclave de l'opinion des autres. Quand tu agis pour toi et que tu tiens ta parole, c'est là que la différence commence. Tu n'as pas besoin de preuves publiques que tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'une discipline privée qui ne demande ni permission ni explication. Reste jusqu'à la fin si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et ton corps, à reconstruire ta parole, à créer une valeur authentique et à tenir dans l'ombre, car cette dernière est la plus difficile à accepter. Avant de continuer, abonne-toi et active. Leçon 1. Cesse de rapporter chaque progrès. Éviter la validation constante t'apporte un respect authentique. Ton problème n'est pas le manque de progrès, c'est le besoin constant de le montrer. L'erreur consiste à traiter chaque petite avancée comme si elle nécessitait des témoins, en attendant une réaction extérieure qui n'est jamais suffisante. Tu ne grandis pas si chaque pas doit être vu. La règle est claire, la véritable croissance est silencieuse. Celui qui cherche l'approbation à chaque mouvement perd le contrôle de son processus intérieur. Quand tu rends public chaque réussite, tu transfères ton pouvoir, tu deviens dépendant de la reconnaissance et non de l'avancement. Le respect ne se gagne pas par le nombre de notifications, mais par la discipline que tu maintiens lorsque personne ne regarde. Si tu franchis la limite et t'habitues à tout rapporter, ton caractère s'affaiblit. L'autocontrôle se perd et les gens le remarquent. Ils ne te voient pas fort, ils te voient en demande. La croissance authentique ne fait pas de bruit car elle repose sur la valeur intérieure, non sur la réaction des autres. Si ta motivation dépend des applaudissements, tes progrès sont fragiles. Au bureau, il suffit d'observer la dynamique. Tu termines une présentation et à peine le fichier envoyé, tu le mentionnes à voix haute, espérant que quelqu'un lève la tête et t'accorde un mot d'approbation. Au début, tes collègues acquiescent, lancent un « bien joué » automatique sans détourner les yeux de leurs écrans. Avec le temps, la reconnaissance se fait plus rare. Certains ne répondent même plus. Le silence est sec, inconfortable. Tu commences à remarquer que lorsque tu entres dans la salle, les conversations ne s'arrêtent pas. Personne n'attend que tu rapportes quoi que ce soit, car personne ne le demande. La perception change. Tu n'es plus l'efficace, tu es celui qui cherche l'attention. À la salle de sport, c'est pareil. Une fois la séance terminée, tu sors ton téléphone, tu filmes la dernière série, tu postes l'histoire. Au début, les messages arrivent, les pouces levés aussi. Ensuite, c'est l'écho. Moins de réactions, moins d'intérêt. On te regarde du coin de l'œil depuis l'accueil, les coachs continuent leur routine. Tes progrès, qui étaient personnels, dépendent maintenant de la réaction d'un écran. Quand elle ne vient pas, le doute t'envahit. L'élan s'éteint. À la maison, avec ton partenaire, tu mentionnes chaque petit effort. Aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes. J'ai préparé un repas sain. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant le dîner. Au début, un sourire, un « c'est bien ». Puis, un simple « le regard sur le portable, le geste distrait. Ce qui était un mérite devient une routine, et la routine, un bruit de fond. Le respect se dilue dans la répétition. Ainsi,
Tes progrès deviennent une monnaie d'échange pour de l'attention. Et quand l'entourage cesse de réagir, tu te décourages, tu perds ta constance et tu te demandes pourquoi le respect ne vient pas. La vérité est simple. Celui qui a besoin de montrer chaque pas n'avance jamais en silence. Et le respect authentique ne se négocie jamais en public. Le résultat te montre la vérité. Si tes progrès ont besoin de témoins, ce n'est pas de la discipline, c'est de la dépendance. La maîtrise s'exerce en l'absence d'applaudissements. Deuxième point. Leçon 2. Ne cède pas face à l'inconfort. Résister à l'impulsion d'abandonner renforce ton caractère. Sénèque a dit « Ne parle que si tu peux améliorer le silence ». En pratique, élimine le superflu et dis uniquement l'essentiel. La véritable croissance ne s'annonce ni ne s'exhibe. Elle se construit dans l'inconfort, dans cet espace où la majorité préfère se taire ou renoncer. La règle est simple. La discipline silencieuse est la base du caractère. Ne cherche pas l'approbation des autres et ne te laisse pas distraire par ce qu'ils pensent de toi. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure, non l'apparence publique. La plupart abandonnent dès que l'inconfort apparaît. Ils renoncent quand personne ne les voit, lorsque l'effort cesse d'être reconnu ou applaudi. Mais le caractère ne se forme pas sous les projecteurs, il se forge dans la solitude de tes décisions inconfortables. Si tu n'agis que lorsqu'il y a des témoins, tu n'as pas de discernement, tu as peur de perdre ton image. La discipline silencieuse élimine l'inutile, tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais ce que tu dois, même si personne ne le remarque. C'est cela, l'autocontrôle. Observe un matin ordinaire au bureau. Il est 8h15. Le couloir est presque vide. On entend le bourdonnement des lumières. Tu t'assois et ouvres le tableur. Le chef ne commande plus tes progrès. Les courriels restent sans réponse. La salle de réunion demeure fermée. Personne ne regarde ton écran. Personne ne demande tes résultats. Là, dans l'anonymat, la tentation de relâcher l'effort est constante. Laisser une formule sans vérifier, repousser le rapport, laisser refroidir le café en surfant sans but. Mais tu choisis de rester. Tu vérifies les détails, corriges les erreurs, termines la tâche. Personne n'en parle, tu ne t'y attends pas non plus. À la salle de sport, la pièce est presque vide. L'écho des haltères qui tombent, la sueur dans les paumes, le miroir embué. Pas de regard curieux ni de camarades pour encourager. C'est à toi de faire la dernière série. Le muscle brûle, l'esprit cherche des excuses. Tu pourrais partir et personne ne le saurait. Mais tu te places sous la barre, inspire et termine la série. À la fin, tu n'entends que ta respiration. L'employé nettoie le sol sans te regarder. Tu quittes les lieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement la satisfaction âpre d'avoir accompli. À la maison, la relation s'éteint dans la routine. L'autre rentre fatigué, se sert le dîner en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Pas de mots de remerciement, pas de geste de reconnaissance. Tu pourrais arrêter de demander comment s'est passée la journée, tu pourrais éviter l'étreinte. Mais tu choisis de rester à table, tu écoutes la réponse brève, tu redemandes, tu débarrasses les assiettes. Personne ne le célèbre, personne ne le remarque. Mais la relation ne s'effondre pas, elle persiste. Les conséquences ne sont pas immédiates. Personne ne t'applaudit, mais on ne te reproche rien non plus. L'entourage commence à percevoir une constance qui n'a pas besoin d'être proclamée. La confiance, lentement, s'installe. Les erreurs diminuent, les résultats s'accumulent. La perception change. Tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance. Tu es simplement celui qui fait. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété. Ce n'est que le début. Maîtrise, agir sans témoin. Leçon 3. Tiens tes promesses, même si personne ne regarde. Honorer ta parole fait de toi une personne digne de confiance. Ne cherche pas d'excuses. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde et que personne ne va te le reconnaître. Agis avec la même exigence lorsqu'il n'y a pas de témoin. Le critère se démontre en privé.
La règle est claire, ta parole est un contrat, pas une décoration. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Peu importe les applaudissements, les likes ou les témoins. La véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, mais à la cohérence que tu maintiens dans le silence. Si tu n'accomplis que lorsque tu es observé, tu es esclave de l'approbation et otage de l'image. Ainsi, il n'y aura jamais de maîtrise intérieure. La discipline silencieuse organise ta vie de l'intérieur, pas à partir du bruit extérieur. Chaque fois que tu cèdes à la facilité de laisser quelque chose à moitié fait parce que personne ne va s'en rendre compte, tu renforces le désordre et perds le contrôle. Le respect que tu recherches commence avec toi, et seulement avec toi. Réfléchis-y. Tu as promis de rendre un rapport à temps au travail, mais comme ton chef ne t'a rien demandé, tu repousses jusqu'à ce qu'on te le réclame. Tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais si personne ne te pose de questions, tu arrêtes d'y aller. Tu as convenu avec ton partenaire de résoudre un problème, mais puisqu'il n'en parle pas, tu l'ignores. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est un manque de critères, un manque d'ordre, un manque de respect pour ta propre valeur. Si ta parole n'a de valeur qu'en situation de pression, tu n'auras jamais la véritable confiance de personne, pas même la tienne. Il y a plus. Observe ce qui se passe lorsque tu manques à tes engagements en silence. Le mail promis que tu n'as jamais envoyé, cet appel que tu avais dit que tu ferais et que tu as oublié, le projet personnel que tu as repoussé jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Personne ne te fait de reproches, mais la dette s'accumule. Tu commences à le remarquer dans les détails. Tu te regardes dans le miroir et évites de soutenir ton propre regard. Le dimanche soir, le poids des tâches non accomplies t'accompagne au lit. Lors d'une réunion, quand quelqu'un demande qui peut s'occuper d'un sujet, personne ne te regarde. Les opportunités cessent d'apparaître. Tu deviens invisible aussi pour les autres. Le respect ne se perd pas dans les cris, mais dans les longs silences et les promesses rompues que personne ne mentionne. Le jour où tu décides de tenir parole, même si personne ne t'observe, la dynamique change. Tu termines ce rapport même si personne ne l'a demandé, et en l'envoyant en avance, le silence se brise. Ton chef lève les yeux, fait une pause, acquiesce sans un mot. Il n'y a pas d'applaudissements, mais pour le projet suivant, on vient te voir en premier. À la maison, tu règles cette tâche sans que ton partenaire ait besoin de te le rappeler. Elle t'observe du coin de l'œil, ne dit rien, mais la tension baisse. L'ambiance s'ordonne, ta démarche change. La confiance s'installe dans les gestes quotidiens, dans la façon dont tu t'assois, dans le ton avec lequel tu réponds au téléphone. La conséquence est simple. Celui qui tient ses engagements sans témoin est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de rappel, ni de surveillance, ni de promesses publiques. C'est la maîtrise. Dans la prochaine leçon, tu comprendras pourquoi ton critère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta capacité à rester ferme lorsque personne ne te regarde. Leçon 4. Élimine délibérément les distractions. Couper le superflu. Multiplie ta concentration quotidienne. Épictète a dit: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. Si tu ne mets pas d'ordre dans ton attention, tu es prisonnier de ce que les autres décident de te montrer, et non de ce que tu décides de construire. La règle est simple. Chaque distraction que tu tolères affaiblit ta discipline et dilue ta valeur intérieure. La véritable croissance ne se mesure pas aux applaudissements ni aux réactions, mais au contrôle que tu exerces sur ce que tu laisses entrer dans ta journée. Tant que tu continues à laisser ouvertes les portes au superflu, notifications, messages inutiles, comparaisons constantes, ton énergie se disperse et ton discernement devient opaque. L'approbation extérieure est un mirage. Chaque fois que tu cherches une validation dans ce qui est visible, tu perds de la solidité dans l'invisible. Le respect de soi s'érode à chaque interruption que tu permets parce que tu n'as pas eu le courage d'établir des limites. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est toi qui refuses de prendre le contrôle. Pense-y au travail. Tu as une tâche clé.
mais tu vérifies WhatsApp toutes les 5 minutes. Tu réponds à des messages sans importance et tu passes d'un onglet à l'autre. Tu termines la journée fatigué, avec l'impression d'avoir beaucoup fait, mais sans avancer sur l'essentiel. Ou à la salle de sport. Tu y vas, mais chaque pause est remplie par les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de renforcer la tienne. Même dans ta relation, au lieu d'écouter vraiment, ton attention est partagée entre l'écran et la personne. Le résultat est le même, présence superficielle, progrès nul. Transporte cela à un après-midi ordinaire. Tu ouvres ton ordinateur portable pour finir un rapport en retard. La notification vibre, l'écran clignote. Quelqu'un t'identifie sur une photo, un autre groupe envoie des mèmes, la boîte mail se remplit de sujets urgents. Aucun ne te concerne. Tu regardes l'horloge. 2 heures se sont écoulées. Le rapport n'a pas bougé. Le bureau est couvert de tasses vides et de papiers non lus. Le téléphone reste à portée de main, jamais en mode silencieux. Tu lèves les yeux et tu vois ton reflet dans la fenêtre. Regard fatigué, mâchoire tendue. La sensation de vide est palpable. Dehors, la lumière change, mais tu restes bloqué sur le même paragraphe. À la maison, la scène se répète. Le dîner refroidit pendant que tu réponds à des messages dont tu ne te souviens plus après. La télévision fait du bruit en fond, mais tu ignores ce qui se dit. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et tu te contentes de hausser les épaules. Personne n'insiste. Le silence s'installe. À table, les gestes sont automatiques, les dialogues courts. La déconnexion se lit dans les détails. Regard absent, réponse monotone, absence de vraies questions. Le lendemain, la perception change. Les autres remarquent ton absence, même si tu es là. Les supérieurs doutent de ta fiabilité. Tes collègues cessent de t'inclure dans les décisions importantes. À la maison, la distance s'agrandit. Les conversations deviennent une formalité. Les plans se font sans te consulter. Le respect se perd dans l'invisible et quand tu essaies de le regagner, tu découvres que tu n'as plus de crédit. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Et il y a plus. Maîtrise la porte de ton attention. Leçon 5. Décide de ta voix sans chercher l'approbation. Prendre des décisions seul renforce ton énergie intérieure. Tu es en réunion et avant de donner ton avis, tu jettes un coup d'œil pour guetter la réaction des autres. Tu envoies un message important et tu attends la double coche bleue, inquiet de la réponse. Ou tu hésites avant de prendre une décision simple, craignant ce que les autres penseront si tu te trompes. C'est ainsi que tu dilues ta force, en consultant chaque pas, en attendant une permission qui ne viendra jamais. Le principe est simple, la véritable croissance exige une discipline silencieuse et une concentration absolue sur ta valeur intérieure, non sur l'opinion d'autrui. Quand tu remets ta direction à l'approbation extérieure, tu deviens dépendant et prévisible. Le respect ne se construit pas en demandant la permission. Il se gagne en prenant des décisions et en les assumant, même si personne n'applaudit. La discipline silencieuse, c'est agir sans exposer ton processus à l'opinion publique. Si tu cherches l'approbation avant d'agir, ton discernement s'affaiblit. La valeur intérieure se forge dans la solitude, au moment où tu décides sans témoin, sans besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu doutes et consultes avant d'agir, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Et lorsque ta conduite dépend des applaudissements, tu ne développes jamais une véritable autonomie. Exemple du quotidien. Tu es sur le point de changer de travail. Au lieu d'analyser tes propres raisons et de prendre la décision, tu appelles 3 amis, tu demandes l'avis de ton partenaire, tu consultes des forums. Au final, ton choix est la moyenne de ce que les autres pensent, pas le reflet de ton caractère. Ou à la salle de sport. Tu t'arrêtes au milieu de la série parce que tu remarques que personne ne te regarde. Et tu as l'impression que ton effort ne compte que s'il est visible. Ainsi, tu prends l'habitude de mesurer ta progression selon la réaction des autres et non selon tes propres critères. Même dans les petites choses, tu envoies un message et si tu ne reçois pas de réponse immédiate, tu t'inquiètes, tu doutes de toi. Cette habitude te rend faible, anxieux, toujours à la merci de la validation extérieure.
Et le vrai progrès n'arrive jamais, parce que tu n'agis jamais par conviction, seulement par réaction. Autre scène, tu sors dîner avec un groupe et, devant le menu, tu attends que tout le monde commande avant de te décider, observant leur plat pour ne pas détonner. Lorsque le serveur arrive, ta voix est à peine audible, tu hésites une seconde de trop. Quelqu'un te demande pourquoi tu as choisi cela et tu te justifies alors que personne ne l'a demandé. La conversation continue, mais ton insécurité flotte dans l'air, invisible mais perceptible. Tes gestes te trahissent. Tu jettes des regards en coin, tu acquiesces trop, tu souris excessivement en quête d'acceptation. À la fin de la soirée, tu repars avec la sensation de ne pas avoir été présent, d'avoir agi uniquement pour t'intégrer. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tes collègues commencent à percevoir ton indécision. Ils ne te sollicitent pas lorsqu'il faut résoudre une urgence. Cela se voit dans les silences gênants avant que tu ne parles, dans les regards échangés en attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Ta valeur perçue diminue. L'opportunité n'attend pas celui qui doute. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante ne l'est pas. Maîtrise. Le silence est une position. Leçon 6. Fixez des limites claires à ceux qui absorbent votre temps. Protéger votre espace vous permet de grandir solidement. Il y a une chose que tu dois accepter. Si tu ne poses pas de limites claires, d'autres décideront à quoi tu consacres ton temps et ton énergie. Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé ou si tu n'avances pas. C'est la conséquence directe d'avoir laissé ton espace disponible à n'importe qui. Le principe est simple, ta véritable croissance dépend de la protection de ton temps contre ceux qui l'absorbent sans rien apporter. Si tu ne sais pas dire non, ta discipline s'effondre avant même d'avoir commencé. Il ne s'agit pas d'être dur sans raison ni de devenir inaccessible. Il s'agit de reconnaître l'auto-illusion. Tu crois que rester toujours disponible te rend plus précieux, mais cela ne fait que te rendre plus manipulable. Les personnes qui ne respectent pas ton temps apprennent vite qu'elles peuvent t'interrompre, te demander des services, te distraire avec leurs urgences. Tu deviens la ressource facile, celui qui ne dit jamais stop. Et pendant que tu cherches l'approbation ou que tu crains de déplaire, eux font avancer leurs propres projets. Tous ces sacrifices silencieux ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ils t'enfouissent seulement dans l'agenda des autres. Au travail, tu es celui qui répond aux messages WhatsApp en dehors des horaires, celui qui prend en charge les tâches des autres parce qu'il ne sait pas dire non. Il suffit de regarder ta boîte de réception, des messages sans importance, des demandes de dernière minute, des réunions inutiles auxquelles tu assistes seulement par obligation. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui est toujours disponible, même si tu annules tes propres projets. Tu reçois des appels inattendus, des messages pour résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, des invitations de dernière minute auxquelles tu acceptes, même si tu as d'autres priorités. En couple, tu cèdes ta routine quotidienne pour t'adapter au rythme de l'autre, même si cela te laisse 100 ans pour t'entraîner, lire ou travailler sur ce qui compte vraiment. Tu remarques que tes livres prennent la poussière, que tes vêtements de sport restent dans l'armoire et que ta liste de tâches personnelles ne diminue jamais. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, mais la réponse se trouve dans chaque minute que tu as offerte par peur de déranger. Ne pas poser de limites n'est pas de la générosité, c'est un manque de discernement. Une croissance solide exige une discipline silencieuse. Organiser ton temps, protéger ton espace, apprendre à dire non sans donner d'explications inutiles. Si tu ne le fais pas, ta journée se remplit des tâches des autres et de demandes qui ne te concernent pas. La conséquence est claire. Tu perds le contrôle de ton propre développement. Tu stagnes. Les autres commencent à s'y attendre de ta part. Ils ne demandent même plus si tu peux. Ils supposent simplement que tu le feras. Le signe d'agacement, quand enfin tu oses refuser, le silence gênant dans le groupe, le regard de désapprobation, autant de signes que tu as laissé les autres définir tes limites trop longtemps. Dans la prochaine leçon,
Tu vas découvrir comment distinguer une critique que tu dois écouter d'une opinion qui ne vise qu'à te freiner. Leçon 7. Ne confonds pas progrès et exhibition. Se montrer moins et construire plus donne des résultats réels. Tu es à la salle de sport. Tu viens de terminer une série lourde et sans réfléchir, tu sors ton téléphone. Tu te regardes dans le miroir, ajuste ton t-shirt pour mettre en valeur ton bras, pointe la caméra et prends un selfie. Tu le publies dans tes stories avant même que ta respiration ne redevienne normale. Tu n'as même pas fini ta séance. Entre chaque série, tu vérifies qui a vu la photo, si quelqu'un a répondu, s'il y a un emoji flamme. Tu veux que les autres voient que tu fais le travail, que tu n'es pas comme les autres. Mais quand personne ne réagit, tu restes là à regarder l'écran. La sueur sur ton front ne suffit pas. Tu as l'impression que tes efforts ne comptent que s'ils sont reconnus. Tu relâches l'intensité. Au final, tu quittes la salle avec la sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. La règle est simple, la croissance réelle se fait en silence, pas en vitrine. Ce qui compte, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Le muscle se forme quand il n'y a pas de caméra, quand le seul témoin est la douleur dans ton avant-bras et le miroir embué. Chaque fois que tu privilégies montrer tes progrès plutôt que de faire le travail, tu en paies le prix. Tu échanges la discipline contre l'exposition. Tu offres ton énergie à l'approbation extérieure. Le progrès authentique s'affaiblit quand tu le nourris de validation extérieure. L'attention est addictive, mais elle ne donne pas de résultat. Tu perds ta concentration. Tu deviens dépendant de la réaction, pas du résultat. Et cette dépendance te rend moins constant. Parce que quand il n'y a pas d'applaudissements, ta motivation s'en va. Et c'est là que la majorité abandonne. Regarde au travail. Tu as une idée, à peine une ébauche. Avant même de la concevoir, tu cours l'annoncer sur le groupe WhatsApp. Tu écris « Je prépare quelque chose de grand ». Ah, tu attends la réaction. Quelques emojis, un ou deux, waouh, mais rien de plus. Quand la vague de félicitations n'arrive pas, tu ouvres le fichier, le regardes quelques minutes et le refermes. Le projet est mis en pause. Les jours passent et l'enthousiasme s'évapore. Le fichier se perd parmi d'autres tâches. Personne ne demande le résultat et toi non plus tu n'en reparles. L'avancée ne se concrétise jamais. Ou dans la relation, tu dînes avec ton partenaire et, avant de goûter la première bouchée, tu prends une photo. La meilleure compagnie, écris-tu. Tu publies l'image, vérifies les likes. Quand l'attention retombe, quand personne ne commente, tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu commences à chercher des moments postables au lieu de moments réels. Les silences à table deviennent gênants parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Le coût est évident. Tes progrès dépendent du regard des autres, pas de tes propres standards. Et cela te rend fragile. Il y a des conséquences visibles. Ton entourage commence à remarquer la différence. On te demande moins de nouvelles de tes projets parce qu'on sait que tu ne cherches qu'une réaction. À la salle, ceux qui progressent vraiment t'ignorent. Au travail, tes idées perdent de la valeur parce qu'elles n'aboutissent jamais à des résultats. Dans la relation, ton partenaire sent la distance. Les gestes changent, moins de contact visuel, plus de temps sur le téléphone, des phrases plus courtes. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 8. Apprends à être fort dans la solitude. Soutenir ta discipline sans témoin est la véritable épreuve. Il y a quelque chose qui paraît inoffensif. La plupart ne gardent le contrôle que lorsque quelqu'un les regarde. Ils font des efforts s'il y a un public, s'ils attendent des applaudissements ou au moins une réaction. Mais lorsque la porte se ferme et qu'il n'y a pas de témoin, toute cette prétendue exigence se dissout. La vraie règle apparaît lorsque personne n'observe. Le principe est clair, ta discipline réelle se mesure dans la solitude, pas dans l'exposition. La valeur intérieure ne se négocie pas avec le regard des autres, ni ne se confirme par l'approbation d'autrui. La raison est directe et dure. Si ta conduite dépend du regard des autres, tu n'as pas de caractère. Tu portes un masque.
Le respect de soi ne se construit pas sur scène, mais dans ce que tu fais, lorsque personne ne va te féliciter, lorsqu'il n'y a pas de risque de perdre des points sociaux. La véritable croissance exige que tu maintiennes tes habitudes, même si personne ne te récompense, même si l'effort passe inaperçu. Car si tu n'es discipliné que sous le regard d'autrui, tu n'es pas fort, tu es dépendant. La vraie force est silencieuse, inconfortable, sans témoin ni like. Et là, la plupart échouent. Imagine ta routine quotidienne. Quand ton chef est là, tu fais semblant de travailler avec rigueur. Le clavier claque, l'écran change d'onglet dès qu'il passe derrière toi. Mais quand il s'en va, tu laisses la tâche à moitié faite et tu consultes ton téléphone. Les minutes filent. À la salle de sport, tu fais des répétitions impeccables s'il y a quelqu'un qui regarde, tu ajustes même les poids avec une pause théâtrale. Mais tu négliges la technique quand personne ne surveille, et la sueur sur le front ne compense pas la tricherie. Sur WhatsApp, tu écris des réponses polies dans les discussions de groupe, la courtoisie est une façade. Mais tu laisses tomber la discipline en privé, réponses brèves, ironie, messages sans filtre. Même en couple, tu montres de la patience en public, tu souris lors des repas de famille, mais tu perds le contrôle quand vous êtes seul, la voix monte, le regard se durcit. Tout cela révèle une norme fausse, tout cela te trahit. Car ce que tu fais sans témoin, c'est ce que tu es vraiment. Observe les conséquences. Les résultats se voient dans les détails, la boîte de réception pleine de tâches inachevées, le corps qui ne progresse pas, la relation qui accumule les silences gênants. Tes collègues remarquent le schéma, l'énergie baisse quand personne ne supervise, les erreurs se répètent dans les rapports, les délais s'allongent. À la salle, l'entraîneur te regarde de loin et voit que lorsque tu crois qu'il ne t'observe pas, tu écourtes les pauses, tu sautes une série. Les conversations privées se remplissent de phrases sèches. Et ensuite, à la réunion suivante, les silences pèsent davantage. À la maison, ton partenaire croise les bras. La distance grandit. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le remarque. La perception change. Tu n'es plus fiable, tu n'es correct que lorsqu'on te l'exige. Dans la solitude, il n'y a pas de récompense. Il ne reste que la réalité. Ce que tu fais quand personne ne l'exige, c'est ce qui fait la différence. Si tu ne maintiens ta discipline que lorsqu'il y a une récompense immédiate, tu n'as pas de caractère, tu es dépendant. Ce que tu tolères en silence devient ta véritable limite. Le respect de soi ne s'obtient pas par des gestes publics, mais parce que tu défends quand personne ne l'exige. Tu peux continuer à chercher des témoins ou commencer à être ton propre juge. La différence se voit dans ton miroir. Maîtrise. La discipline invisible est la seule qui compte. La véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni des applaudissements. C'est la discipline dans l'invisible, la force dans l'inconfort, des limites claires et des chemins choisis sans témoin. Il ne s'agit pas de montrer, mais de soutenir. Si tu cherches le progrès, ne le confonds pas avec l'exposition. Si tu veux avancer, ne le négocie pas avec le monde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu coupes à la racine même si ça fait mal, ce que tu maintiens malgré le silence. L'approbation extérieure est volatile, la valeur intérieure demeure. Il n'y a pas de raccourcis ici, seulement du travail silencieux, des décisions fermes et la volonté de supporter la solitude quand c'est nécessaire. L'essentiel est au centre de l'attention, pas le visible. Le reste n'est que distraction. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Si cela t'a aidé, abonne-toi. Maintenant tu le sais.
Nous disons que nous voulons des relations authentiques et des liens profonds, mais chaque jour, nous tombons dans des habitudes de conversation qui provoquent exactement le contraire. Nous cherchons à être écoutés, mais bien souvent, nous interrompons. Nous voulons être acceptés, mais sans nous en rendre compte, nous adoptons des attitudes qui éloignent les autres. C'est une contradiction présente dans presque toutes les interactions sociales. Et le pire, c'est que la majorité des gens ne s'en aperçoit même pas. Il suffit d'observer n'importe quelle réunion. Des regards qui glissent vers le téléphone, des réponses automatiques, des silences gênants après une interruption. Dans un café, deux collègues discutent pendant que l'un consulte ses notifications et acquiesce sans écouter. Dans une salle de réunion, quelqu'un essaie de partager une idée et se fait couper en pleine phrase. La conversation se disperse et le malaise s'installe dans l'atmosphère. Lors des dîners de famille, des questions lancées en l'air restent sans réponse car chacun est trop occupé à attendre son tour pour parler. Les conséquences sont immédiates. Éloignement, manque de confiance, occasions qui disparaissent sans bruit. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 habitudes de conversation qui, loin de te rapprocher des autres, font que l'on te rejette. Et il y a un fait que tu ne peux pas ignorer. Selon plusieurs études en psychologie sociale, 70% des personnes reconnaissent avoir perdu des opportunités personnelles ou professionnelles uniquement à cause de leur façon de communiquer. Le dernier comportement de la liste passe généralement complètement inaperçu, mais il peut être le plus destructeur de tous. Commençons. Habitude numéro 1. Interrompre constamment les autres. As-tu déjà ressenti que tu avais quelque chose d'important à dire, mais que l'autre personne à peine finissait une phrase avant que tu la coupes? Interrompre peut sembler anodin, mais cela peut laisser une empreinte profonde sur ceux qui t'entourent. En agissant ainsi, tu envoies le message que tes idées valent plus que celles des autres, même si ce n'est pas ton intention. Nous avons tous participé à des conversations où les mots se bousculent et où le silence devient un luxe. Mais lorsque tu interromps encore et encore, l'autre personne commence à se refermer. Elle se sent invisible, peu écoutée, dévalorisée. Avec le temps, ces petites interruptions s'accumulent. Les gens commencent à éviter de parler avec toi, même si tu es brillant ou intéressant. Personne ne veut s'ouvrir à quelqu'un qui ne sait pas écouter. Pense à la dernière fois où tu as été interrompu juste au moment où tu allais partager quelque chose de personnel ou d'important. Cette petite coupure peut te faire sentir ignoré, voire humilié. Maintenant, imagine ce que ressent quelqu'un lorsque c'est toi qui agis ainsi. La conversation perd en profondeur, la confiance s'érode et le lien s'affaiblit. Parfois, nous interrompons par enthousiasme, d'autres fois par anxiété ou parce que nous croyons savoir ce que l'autre va dire. Mais la vérité, c'est qu'interrompre bloque le flux naturel du dialogue et t'éloigne des autres. Écouter est une forme de respect et respecter le tour de parole est fondamental pour toute relation saine. Si tu veux améliorer tes relations et que les personnes prennent plaisir à converser avec toi, souviens-toi. Chaque fois que tu interromps, tu fermes une porte. Prends une pause, écoute jusqu'au bout et permets à l'autre personne de terminer son idée. Ainsi, non seulement tu deviendras plus agréable, mais tu gagneras aussi la confiance et le respect de ceux qui t'entourent. Deuxième habitude. Parler uniquement de soi-même sans montrer un intérêt véritable pour l'autre. Lorsqu'une conversation devient un monologue, la connexion se brise. Parler uniquement de soi-même, sans prendre le temps de poser des questions ou d'écouter activement l'autre, crée une barrière invisible mais puissante. L'interlocuteur perçoit rapidement l'absence d'intérêt authentique et en conséquence, il sent que sa présence est sans importance. Cette dynamique ne fragilise pas seulement la relation, elle suscite aussi du rejet et du désintérêt. La tendance à centrer la discussion sur ses propres expériences passe souvent inaperçue. Bien souvent, on la justifie sous prétexte de partager, mais la différence entre partager et monopoliser la conversation est claire.
Partager signifie laisser de la place, poser des questions, ouvrir la porte à l'autre. Monopoliser, au contraire, c'est fermer cette porte et transformer l'auditeur en spectateur passif. Avec le temps, cela érode toute possibilité de lien authentique. Imagine une réunion où une personne raconte en détail ses réussites, ses inquiétudes et ses habitudes, mais ne pose jamais la moindre question aux autres. Ceux qui l'entourent commencent à se déconnecter, à regarder l'heure, à chercher des excuses pour quitter la conversation. Il ne s'agit pas seulement d'ennui, c'est la sensation d'être ignoré, que ton histoire n'a aucune importance. Le résultat est prévisible. Les gens évitent de revivre cette expérience. Montrer un intérêt véritable implique plus que hocher la tête ou lancer des questions automatiques. C'est écouter avec attention, se souvenir des détails, poser des questions précises qui prouvent que l'autre a été compris. Cela signifie cesser de penser à la prochaine anecdote personnelle et, à la place, être présent pour l'autre. Ce type d'écoute active transforme l'atmosphère du dialogue et fait que l'interlocuteur se sente valorisé. En pratique, l'habitude de parler uniquement de soi-même a un effet cumulatif. Au début, cela peut passer inaperçu. Mais à mesure que cela se répète, l'image qui reste est celle d'une personne égocentrique, incapable d'empathie ou de connexion. Lorsque cela arrive, la distance émotionnelle grandit et la possibilité d'établir une relation significative disparaît. Le rejet n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Corriger cette habitude exige de la discipline et de la conscience. Cela implique de retenir l'impulsion de parler de soi, d'observer les réactions de l'autre et de se demander « Est-ce que j'écoute vraiment ? Suis-je intéressé par la vie, les pensées et les émotions de mon interlocuteur ?» La réponse honnête à ces questions est la première étape pour briser ce schéma. Une conversation équilibrée est un échange. Celui qui apprend à écouter et à montrer un intérêt véritable devient quelqu'un de mémorable. Celui qui ne parle que de lui-même finit isolé, même s'il est entouré de monde. Le silence, parfois, a plus de valeur que n'importe quelle histoire personnelle. Dans cet espace, l'autre peut s'épanouir et la relation trouver son véritable sens. Habitude numéro 3. Corriger ou contredire les personnes en public sans nécessité. L'impulsion de corriger quelqu'un devant les autres peut sembler être une défense de la vérité, mais l'effet est souvent tout autre. La personne corrigée se sent exposée, voire humiliée, et la conversation se refroidit. Ce que l'on gagne en précision, on le perd en confiance. Cette habitude ne met pas seulement mal à l'aise celui qui reçoit la correction, elle met aussi les autres en alerte. S'installe alors le soupçon que, à tout moment, n'importe qui peut être le prochain à être corrigé devant tout le monde. La spontanéité disparaît et l'ambiance devient tendue. Les relations personnelles et professionnelles souffrent lorsque la correction publique devient une habitude. La collaboration s'affaiblit et les gens commencent à éviter celui qui est toujours prêt à signaler les erreurs. L'échange d'idées se réduit car la peur du jugement devient plus forte que le désir de partager. Corriger en privé, quand cela est nécessaire, préserve la dignité de l'autre personne et garde la porte ouverte à une communication authentique. Le faire en public, sans raison réelle, ne fait qu'alimenter le ressentiment et le rejet. La conversation perd de sa qualité lorsqu'elle devient une compétition pour avoir raison. La correction inutile en public ne démontre pas de sagesse, seulement de l'impatience. Peu de choses éloignent autant des autres que le besoin constant de les corriger devant tout le monde. Habitude numéro 4. Raconter des commérages ou parler négativement des autres. Rien ne révèle autant ton caractère que la facilité avec laquelle tu utilises ta bouche pour démolir quelqu'un qui n'est pas présent. Le commérage est le passe-temps de ceux qui n'ont rien d'intéressant à dire sur eux-mêmes. Parler en mal des autres est le raccourci préféré des personnes peu sûres d'elles pour se sentir momentanément supérieures. C'est facile, c'est bon marché,
et cela te fait paraître petit aux yeux de toute personne dotée d'un minimum d'intelligence. Tu l'as remarqué? Celui qui colporte des ragots avec toi colporte aussi des ragots sur toi. C'est aussi simple que cela. Personne n'a confiance en celui qui aime salir le nom des autres. Même ceux qui rient avec toi, intérieurement, te considèrent comme quelqu'un de peu fiable. Tu veux du respect, mais tu offres du poison. Tu cherches l'admiration, mais tu ne sèmes que la méfiance. Tu t'attends à être pris au sérieux alors que ta conversation la plus profonde concerne les défauts d'autrui? Si ta plus grande contribution dans une conversation est le scandale d'un autre, tu ne fais que révéler ton vide intérieur. Parler des autres est la façon la plus rapide d'être écarté des discussions importantes. Au final, celui qui a besoin de parler en mal des autres crie sa propre médiocrité. Alors vas-y, raconte un commérage de plus. Mais souviens-toi, chaque mot que tu lances contre quelqu'un d'autre est une brique de moins dans ta propre réputation. Personne n'admire celui qui fait du poison sa langue principale. 5e habitude. Imposer ses opinions sans écouter les perspectives des autres. Dans une conversation, la tentation d'imposer son point de vue est intense. L'urgence de corriger surgit, celle de montrer l'erreur de l'autre, de clarifier son propre point de vue. Mais combien de fois cette impulsion réduit-elle au silence ce que l'autre personne pense ou ressent vraiment? Imposer ses opinions, c'est construire un mur invisible. Parler sans écouter transforme le dialogue en un monologue déguisé. L'autre personne perçoit que peu importe ce qu'elle dit, la décision est déjà prise à l'avance. Ainsi, la conversation devient une compétition d'ego et non un véritable échange. Imagine une discussion dans laquelle chaque phrase que tu essaies de partager est interrompue ou rejetée. Tu réalises que, quoi que tu fasses, l'autre partie ne cherche pas à te comprendre, elle veut simplement avoir raison. C'est à ce moment-là que la distance s'installe. Le rejet ne vient pas de la différence d'idées, mais de la sensation de ne pas être écouté ni valorisé. Écouter ne signifie pas être d'accord, ni céder. C'est ouvrir un espace où l'autre personne peut exister, ne serait-ce qu'un instant, sans être jugé ni corrigé sur le champ. Quand cet espace est refusé, la conversation devient une lutte silencieuse et épuisante. Parfois, l'urgence d'imposer sa propre opinion masque la peur d'avoir tort, ou simplement de ne pas avoir le contrôle. Mais la conséquence est toujours la même. L'autre se ferme, s'éloigne, et la connexion se brise. Combien de fois, sans t'en rendre compte, as-tu parlé uniquement pour gagner, et non pour comprendre? Et si la prochaine fois, avant de répondre, tu choisissais le silence et permettais à la perspective de l'autre de respirer dans l'air? Laisser de la place à d'autres voix peut changer le cours de n'importe quelle conversation, mais seulement si tu oses vraiment écouter. Habitude 6. Minimiser les problèmes ou les émotions des autres. Il existe une distance invisible qui se crée lorsque, en écoutant l'inquiétude de quelqu'un, nous répondons par des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « cela arrive à tout le monde ». À ce moment-là, sans nous en rendre compte, nous construisons un mur entre nous et l'autre personne. Ce qui semble être une tentative de rassurer peut, en réalité, devenir un refus de reconnaître son expérience. Lorsque tu minimises la douleur d'autrui, tu nies la réalité de la personne qui se trouve en face de toi. Peu importe si l'intention est bonne ou si tu veux éviter le drame. Ce que l'autre reçoit, c'est un message clair. Tes sentiments n'ont pas d'importance ici. Ainsi, le dialogue devient un monologue et le lien s'affaiblit. Imagine que quelqu'un te confie ses peurs ou ses frustrations et que toi, au lieu d'écouter, tu t'empresses de donner une solution rapide ou de faire une comparaison qui diminue ce qu'il ressent. Ce n'est rien, cela pourrait être pire. Ne t'inquiète pas autant. Ces phrases, loin de soulager, isolent. La personne apprend qu'avec toi, il n'est pas sûr de s'ouvrir. Marc Aurèle a écrit « Ne méprise pas le malheur d'autrui, même s'il te paraît petit. »
La véritable force ne consiste pas à ignorer la douleur des autres, mais à la soutenir avec présence et respect. Se taire un instant, écouter vraiment, laisser l'autre se sentir vu et compris. Il ne s'agit pas de porter les problèmes d'autrui, mais de laisser un espace pour qu'ils existent. Minimiser les émotions est une habitude qui, peu à peu, érode la confiance et la proximité. Si tu veux cultiver des relations profondes et authentiques, apprends à écouter sans juger, sans comparer, sans diminuer l'importance de ce qui est dit. La compassion ne cherche pas toujours des solutions. Bien souvent, elle réclame seulement de l'attention et du silence. Le premier pas pour éviter cette habitude est de reconnaître l'impulsion à répondre depuis sa propre gêne. La prochaine fois que quelqu'un partage sa douleur, souviens-toi que ta fonction n'est pas de la dissiper, mais de l'accompagner. C'est ainsi que se construit le respect mutuel. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une écoute authentique. Parfois, cela suffit à transformer une conversation et, avec elle, une relation. 7e habitude. Se vanter de ses réussites ou de ses possessions de manière récurrente. La conversation change lorsque quelqu'un ressent le besoin constant de mettre en avant ses succès ou ses biens matériels. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un simple commentaire sur une promotion au travail, un voyage récent ou l'achat d'un objet coûteux, devient une routine. Cette répétition ne fatigue pas seulement, elle crée aussi de la distance. L'interlocuteur a l'impression que le dialogue n'est plus un échange, mais une vitrine. Les mots cessent de relier et deviennent des monologues déguisés en conversation. Derrière cette habitude se cache souvent une recherche de validation. Celui qui se vante souhaite une reconnaissance extérieure. Il attend une réaction, une confirmation de sa valeur. Pourtant, l'effet est souvent inverse. Les personnes se sentent mises à l'écart, voire mal à l'aise. L'admiration initiale se transforme en indifférence et bien souvent en rejet. Personne n'aime avoir l'impression d'être dans une compétition silencieuse à chaque fois qu'il parle avec quelqu'un. Pensons à une situation quotidienne. Un groupe d'amis se retrouve après une longue période. L'un d'eux, dès le début de la discussion, commence à raconter ses récentes réussites. Il parle de sa nouvelle voiture, des destinations exotiques qu'il a visitées, des opportunités qui semblent toujours lui sourire. Au début, les autres écoutent attentivement, mais bientôt les regards se perdent, les réponses deviennent brèves et l'atmosphère se refroidit. Le groupe ne se sent plus uni. Celui qui se vante ne remarque pas le changement, mais le lien se fragilise. L'impact de cette habitude va bien au-delà du moment présent. Se vanter de façon récurrente installe une barrière invisible. Les personnes commencent à éviter les conversations profondes ou personnelles. Elles sentent que toute histoire sera minimisée ou utilisée comme prétexte pour que l'autre recommence à parler de lui-même. La confiance et la proximité s'érodent. Même l'admiration sincère devient soupçon d'arrogance ou d'insécurité. Le besoin de montrer sans cesse ses réussites ou ses possessions révèle une inquiétude intérieure. Plus on recherche l'approbation extérieure, moins on cultive la véritable estime de soi. La conversation cesse d'être un lieu de rencontre et devient une scène. Et lorsque les relations se réduisent à des spectacles, personne n'a envie de rester longtemps dans le public. Reconnaître cette habitude est la première étape pour construire des liens plus solides. Écouter, partager sans rivaliser et apprécier le silence des autres sont des signes de maturité. En cessant de se vanter, la conversation retrouve son sens. Un espace où chacun peut être entendu et apprécié pour ce qu'il est, non pour ce qu'il possède ou a accompli. Ce changement, même subtil, transforme la manière dont les autres nous perçoivent, et surtout, la qualité des relations que nous construisons. Habitude numéro 8. Chercher à avoir toujours le dernier mot. As-tu déjà remarqué ce que l'on ressent quand quelqu'un insiste pour avoir le dernier mot, peu importe le sujet ou l'importance de la conversation? Cela peut être épuisant.
Ce besoin de conclure chaque échange par une phrase finale crée souvent de la distance, de la tension et même de la frustration chez ceux qui t'entourent. Parfois, nous cherchons le dernier mot pour nous sentir compris, pour prouver que notre opinion compte, ou simplement pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu dans une discussion. Mais t'es-tu vraiment demandé ce que cela t'apporte? La satisfaction momentanée d'imposer ton point de vue compense rarement l'usure émotionnelle que cela génère dans l'ambiance. Pense à une conversation récente où quelqu'un ne t'a pas laissé terminer ton idée, ou bien lorsque tu as eu l'impression que tes paroles n'étaient qu'un marchepied pour que l'autre personne puisse placer les siennes. Comment t'es-tu senti? Maintenant, inverse la situation. Combien de fois as-tu été celui ou celle qui, presque sans s'en rendre compte, cherche à avoir ce mot de la fin? L'habitude de vouloir avoir raison peut devenir invisible, mais ses effets, eux, ne le sont pas. Petit à petit, les autres se sentent moins écoutés, moins valorisés et, finalement, moins enclins à partager avec toi. Il ne s'agit pas de céder pour céder, ni de se taire pour plaire. Il s'agit de reconnaître que tout échange n'a pas besoin d'une conclusion. Parfois, écouter et laisser de l'espace est plus puissant que n'importe quel argument final. Lorsque tu renonces à ce besoin de parler en dernier, tu ouvres la porte à une compréhension réelle et à une connexion plus profonde. Souviens-toi d'une occasion où quelqu'un t'a laissé finir, où le silence était un signe de respect et non d'indifférence. Ce moment s'est probablement senti léger, ouvert. C'est ainsi que se construisent la confiance et le respect mutuel, non pas en rivalisant, mais en accompagnant. Demande-toi, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir raison ou avoir une relation authentique? La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de chercher le dernier mot, fais une pause et observe ce qui se passe si tu te contentes simplement d'écouter. Parfois, le véritable impact d'une conversation ne réside pas dans ce que tu dis à la fin, mais dans ce que tu choisis de laisser non dit. Habitude numéro 9. Changer brusquement de sujet sans respecter le fil de la conversation. Rien ne tue une conversation plus rapidement que de passer d'un sujet à l'autre sans prévenir, comme si l'autre personne n'existait pas. Tu n'écoutes pas. Tu ne crées pas de lien. Seul ton propre monologue t'importe. Les gens le remarquent. Ils se sentent ignorés, mis de côté, invisibles. Tu vois leurs regards baisser, leurs épaules s'affaisser dès que tu interromps sans pitié leurs commentaires. Leurs mots restent suspendus dans l'air, tranchés par le fil de ton indifférence. Dans une pièce, l'atmosphère se refroidit. Les rires s'éteignent. La conversation se fragmente en silence gênant et en regard furtif. Fais-le suffisamment souvent et tu te retrouves seul. C'est aussi simple que cela. La prochaine fois, personne ne prendra la peine de t'inviter.